Je voudrais donner la parole maintenant à Sonia Bekmesian, qui, si je ne me trompe pas, a traduit au moins le premier volume. Tu as traduit. Et elle va parler donc de son travail de traduction et des autres volumes aussi, j'imagine, que moi j'ai pas vu. Pas tous. Bien sûr. Les 3 volumes. Et donc ça s'appelle la traduction des œuvres de Krikol Boledian. C'est à vous la parole. Au terme de la traduction de presque 4 des ouvrages du cycle romanesque de la colline, Semer, Harvaz, Neshan et Batkere, c'est-à-dire Seuil, le coup, signe et l'image, je voudrais vous parler de mon expérience de traduction des textes de Krikol Boledian. Je rappellerai d'une part les questions que j'ai eu à résoudre et mes choix, et d'autre part la particularité d'une traduction en collaboration avec l'auteur. J'évoquerai brièvement les spécificités propres à l'arménien qui suscitent des difficultés lors du passage au français, l'absence de genre, l'invariabilité des adjectifs qui créent quelquefois des incertitudes quant au nom qu'ils qualifient, une concordance des temps plus souple qu'en français, la plus grande tolérance de l'arménien aux répétitions et aux pléonasmes, ce qui est inaudible en français, l'existence enfin du gadarial médiatif qui est un des temps de la conjugaison et qui peut avoir plusieurs significations, le récit rapporté, le doute, la suspicion. Par ailleurs, comme dans toutes les traductions, on rencontre des expressions idiomatiques, proverbes et maximes, surtout dans un texte avec du langage populaire. Mais naturellement, à cela s'ajoutent les particularités propres à l'œuvre et à la langue de Krikol Boledian. Quelques mots sur les œuvres de la trilogie. Seuil, Semer, est une sorte de récit préhistorique, c'est-à-dire avant l'histoire, en quelque sorte, du narrateur. Il s'agit de 3 portraits de femmes proches du narrateur, Elmone, Vergine et Antika. Ça peut se lire à la fois comme un prologue au cycle et comme une sorte de thésaurus des thèmes qui vont courir tout au long de l'œuvre. Les 3 femmes puissantes et vaincues de Semer sont comme les piliers de l'œuvre à venir. Harvaz, le coup, possède une trame narrative qui l'apparenterait presque à un roman policier avec meurtre et démarche d'élucidation. Il s'agit d'une sorte de tentative d'épuisement d'un événement, un parricide, par une multitude d'accès, témoignages, fiction, identification. On pourrait également y voir un récit mythologique appréhendé de plusieurs points de vue. On a l'impression que Krikol Boledian teste ici les différentes possibilités d'accès au réel. Neshan, signe de par son sujet même l'apprentissage de la vie à travers les sens, est un ouvrage beaucoup plus impressionniste, parfois elliptique, avec de nouveau 3 beaux portraits de femmes, Arevik, Zevart et Voski. Si je devais résumer, je commence par résumer, si je devais résumer le défi et donc l'intérêt que représentaient ces traductions, je dirais qu'il s'agissait de percevoir et de transmettre, sans simplifier et en demeurant compréhensible, une intrication de locuteurs et donc de langage, mais aussi de thèmes et de formes. Je développerai cela un peu plus loin. Mais il faut ajouter que cette complexité se retrouve dans la structure du récit avec des correspondances permanentes entre passé et présent et entre diverses situations dans des parties différentes des œuvres. De même, je voudrais signaler les métaphores, ou plutôt ce que j'appellerais des situations métaphoriques, comme dans Batkere, où, par exemple, le jeu des œufs, les parties de cartes d'abord décrites très concrètement, sont ensuite rappelées par la suite. Par exemple, très simplement, le narrateur laisse échapper une photo et il dit, comme Seto et son père laissaient échapper les filles au cours des parties de cartes. Dans chacun de ces ouvrages, on retrouve des thèmes qui génèrent leurs difficultés. D'une part, les incertitudes du réel. La transmission d'une histoire familiale, Semer d'un événement, Harvaz d'une histoire personnelle, Neshan, se fait à travers les récits oraux des témoins, les photographies, la mémoire. Or, aucun de ces filtres n'est fiable.
Les récits oraux comportent des blancs, des trous, les témoins peuvent se contredire, les photographies peuvent être trafiquées, mais surtout elles sont muettes si elles ne sont pas accompagnées d'un récit. Ainsi, comme dans Semej, l'écrit de Mariam qui n'a pas été conservé a rompu la transmission orale, et Krikor Bolodian traduit, quand une histoire s'écrit et n'est plus répétée oralement, et parce que nous nous fions à la force de l'écrit, elle meurt alors à la mémoire. Elle meurt d'ailleurs définitivement lorsque l'écrit disparaît. C'est ainsi qu'on se retrouve dans l'incertain, le flou, avec la récurrence de mots tels que Anostuik, Dardam, Chachut, Garzes, Tevel, etc. Mais également l'emploi constant du médiatif qui contribue à entretenir une imprécision souvent délibérée. Ensuite, il s'agit d'un monde d'oralité. On en a parlé pas mal jusqu'à maintenant. Une des ambitions de Krikor Bolodian est de faire revivre un monde de l'oralité dans cette communauté de Beyrouth où se côtoient des populations issues de différentes provinces de Turquie, souvent peu instruites, souvent turcophones, et de faire revivre ces langues. On se retrouve ainsi avec des strates de langage qui vont de l'arménien châtié du narrateur au parler dialectal parsemé de mots turcs, sans compter quelques incursions en krapar, d'où naturellement des problèmes de compréhension et de traduction. Pour l'essentiel, je me suis efforcée de restituer le style de l'auteur avec son rythme, la longueur des phrases, le foisonnement du vocabulaire qui reflète un récit oral avec des répétitions, des retours en arrière et un souffle. La difficulté principale a été de faire sentir les différents niveaux de langue et donc les différentes voix présentes dans le texte sans nuire à la continuité du récit. Il n'était pas question de remplacer les parlers dialectaux par des patois, sachant que par ailleurs pour un lecteur français, chaque patois porte des connotations particulières et souvent comiques. Le choix que j'ai fait était l'adoption d'un langage populaire des années 60, époque à laquelle se situe le récit, en respectant les caractéristiques d'un langage oral, absence de négation, contraction, vocabulaire légèrement argotique. Par exemple, Antika, dans Semej, dit « Inchpes knatsin yep elan urtit segan », que j'ai traduit par « Comment ils sont partis, quand est-ce qu'ils se sont mis en route, d'où qu'ils venaient ». Dans Neshan, il s'agit plutôt d'une expression idiomatique là, nernel, dernel. Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. On retrouve aussi des mots turcs arménisés. Exemple dans Batkere, Muydurerzo. J'ai traduit par me raconte pas des cracks. J'ai gardé aussi quelques mots turcs compréhensibles, Khanum, Efendi, Shalvar, ainsi que des noms de plats ou de pâtisseries. Pour les expressions idiomatiques d'autant plus abondantes qu'on est dans un langage oral, il fallait essayer de trouver des équivalences en français, la traduction littérale étant rarement compréhensible. Par exemple, Qu'est-ce d'Esnem, que j'ai traduit par Tiens-toi bien, ne nous fais pas honte. Ou Paragin Chenaïs, ne fais pas la fine bouche, ne sois pas regardante. Dans Harvadze, Hemde Unger Mungeren, ils sont soi-disant copains comme cochons. Avec parfois pour la même expression comme ink ouge, mus ouge, qui est très fréquente, des traductions différentes selon les contextes. Elmon ouge, Belfort ouge, que j'ai traduit par Elmon était à 1000 lieues de Belfort. Ink ouge, Latsor ouge, que j'ai traduit par Elle et les larmes, ça fait deux. Et je ne parle pas des interjections telles que Zo, Janum, Ka, qui sont des interjections indicatives de l'humeur et qui, là, sont des ponctuations qui diffèrent selon le locuteur, le contexte, etc. On remarquera d'ailleurs que les formules idiomatiques, en particulier les proverbes et maximes, se situent souvent dans un registre scatologique, ce qui ne passe pas toujours facilement en français, qui est plus riche en allusions sexuelles. Exemple dans Harvadze, Dodran vorin karihatse mahana. Littéralement, pour un cul péteux, le pain de seigle est un prétexte. Bon, j'ai traduit, je vous avoue que je ne suis pas très contente de ma traduction. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. C'est bien le sens de l'expression, mais ça ne rend pas du tout sa saveur. Si je trouve
trouve mieux d'ici là, je changerai. Enfin, pour le médiatif, qui presque toujours concerne du récit rapporté, j'ai alterné les paraît-il et le conditionnel, qui est une des formes en français qui traduit le mieux les nuances d'incertitude, de doute, de supposition. Toujours autour de ces questions lexicales, il faut souligner que si les sens sont le support de la mémoire, qui est évidemment un des thèmes fondamentaux de toute l'œuvre de Bolodian, et s'ils sont tous présents chez Grigor Bolodian, certains le sont plus que d'autres, car si la mémoire visuelle est très forte, il n'est qu'à voir certaines descriptions de lieux, l'immeuble de l'atelier de Neuschan, la visite au magasin de tissus avec Antika ou la séance d'essayage de Voski dans Neuschan. Cependant, la mémoire auditive est vraiment première. La restitution de dialogues et de dialectes, bien sûr, mais aussi tout ce qui caractérise les voix et le souvenir des voix. La voix de la mère, mais aussi celle de Déborah, du diacre Johannes dans Harvadze, de Voski dans Neuschan, de Torvanda dans Batker. Et également la présence constante de la musique et du chant. On ne trouve rien d'aussi précis ou nuancé sur les sensations olfactives, gustatives ou tactiles. À un moment de mes traductions, j'ai même ressenti la nécessité de dresser un tableau des sons avec leurs équivalences et leurs nuances. Par ailleurs, il faut aussi remarquer dans ce domaine, et plus fréquemment qu'en français, la multitude des onomatopées. Bon, je vais essayer de vous lire un texte un peu plus long sans le massacrer. Juri gatilner ein vor gdjulджlain gtapein derevnerun vra. Arishin vra deratzor ashnan arachin antsreve. Poshot gardzes anorgana chovanin da bargadzei. Grnagi vra knatsats. Durer gtrtrain chatmodik. Tolkdukme. Tetevoren antsnor hovu sursepukme vor gartentsener hedo habeli khor gdaner. Gdaner gperer shshuk shshin mrmunchme vor gtver heravor shateravor inspes sitastaneren yegor ganchergain turchuni munchun mekutse Hılvılum tereves goçmı, daradutyun gçınçer parere, gımınayn miyayn ciçer, cici artsakankner, jırvorun, ginereyn vor partsır dareru vıra gtotfeyn, gportseyn totfel jürere, sitkari orerun. Hasun sitabuduri tıpır veşkmener, antsrevum. Այս փոխանակ հերանալու ցայներ գտարնային ավելի մոդիկ, պսպսուկ մներ, այլևս տուպի տանցր գանաչի բադիմը յեդին, մերտ սուր, մերտ ցադեն, արդապերված խոսքեր, որոնց իմաստը չեի հասկնար գոր, չեի գրնար որոշել խոսողները. Je vais quand même donner la traduction. Des gouttes d'eau crépitaient s'écoulaient sur les feuilles, sur la treille. C'était la première pluie d'automne qui tombait, et il me semblait être couché sous cet ombrage vert poussiéreux, endormi sur le dos. Les rameaux bruissaient, très proches, un léger mouvement, le frémissement d'un vent passant légèrement qui me réveillait puis m'emmenait plus au fond, emporter un bruit, un bourdonnement, une rumeur qui semblait lointaine, très lointaine, de même qu'il y avait des appels venant des oliveraies, peut-être un roucoulement d'oiseaux, un grouillement, un appel, l'espace abolissait les mots, ne restaient que les cris, des échos de cris, de gazouillements. C'étaient des femmes qui, du haut des arbres, essayaient de secouer les branches au moment de la cueillette des olives. C'était la chute, flip-flop d'olives mûres, une averse. Mais au lieu de s'éloigner, les voix devenaient plus proches. C'était à présent un murmure derrière un buisson, un mur d'un verre dense, des paroles prononcées tantôt aiguës, tantôt graves, dont je ne comprenais pas le sens et dont je ne distinguais pas les locuteurs. J'ai oublié de vous préciser, avant de vous lire le texte, qu'il s'agit du début d'un chapitre où le narrateur, à moitié endormi, suit une conversation entre femmes qui ne lui est pas du tout destinée, et donc il est complètement aveugle en quelque sorte, et il suit la conversation uniquement à l'oreille, en essayant de repérer les voix à qui appartiennent les voix qu'il entend.
À la lecture de ce texte, ce qui est immédiatement perceptible à travers la richesse lexicale et les allitérations, c'est évidemment la poésie. Et il me semble que c'est aussi une caractéristique de ces textes que d'offrir une polyphonie de formes intriquées les unes dans les autres, narration, dialogue, poésie, et sous une certaine forme, essai. Un autre thème, plus souterrain, celui-là que je ne ferai qu'évoquer ici, mais qui se signale aussi par la richesse du lexique qui le concerne et qui m'a donc souvent donné du fil à retordre, est celui de la circularité. Marc Nichanian, ce matin, nous a intensément parlé de la signification de Chochum, qui est le titre de la dernière œuvre de Krikol Bolodian, mais plus prosaïquement, beaucoup de choses et de gens tournent, tournoient, roulent, se dévident, s'entortillent dans les récits de Krikol Bolodian. Antika dit toujours « Le carrousel du monde tourne et retourne et nous dedans ». Les vertiges qui assaillent souvent le narrateur, le jeu des œufs dans Harvadze qu'il s'agit de faire rouler. Non, c'est dans Batkere, excusez-moi. Hundelel, les farandoles, Ashrarkit Arzor Tamzaran, le labyrinthe de la ville, les volutes de la voix, de la phrase, du récit, les métaphores des bobines de film qui s'enroulent et se déroulent, et les retours réels, c'est-à-dire le narrateur dans Noshan revient chez Alevig après avoir parlé de ses souvenirs d'enfance avec elle, et aussi un retour sur les lieux du crime dans Harvadze. Et dans la structure même du récit, les retours arrière, les digressions. Ainsi, les nombreux inchpes, que j'avais quelquefois du mal à traduire, qui, plus que des comparaisons, introduisent le retour arrière. Exemple, dans Noshan, le narrateur est embrassé par Alevik, sa voisine, qui sera aussi son mentor et une sorte d'initiatrice. C'était un jeu, non? Et moi, j'étais un enfant, comme quand mes tantes me berçaient sur leur sein tiède. « Oh, mon bébé, donne-moi un bisou pour voir mon bébé. » Ou lorsqu'Alevik change d'expression. Je devinais cet instant celui de la transformation immédiate, comme cette fois où elle avait joué le rôle de la fille révoltée dans Pour l'honneur. Et à chaque fois, cela introduit une digression ou un rappel d'une anecdote ou d'un passage d'une œuvre, soit passée, soit à venir. Enfin, pour terminer, je vous parlerai de la collaboration avec l'auteur qui s'est poursuivie au cours de la traduction des 3 volumes et s'est avérée indispensable, naturellement pour la langue à la fois rare, foisonnante et métissée, mais également pour la compréhension d'un contexte que Krikol Bolodian aborde souvent de manière allusive ou elliptique. Les méandres des réalités politiques et communautaires à Beyrouth dans ces années 50-60 vont, je le crains, être compréhensibles pour de moins en moins de gens. Cette difficulté est homothétique de la question plus générale. Comment traduire, c'est-à-dire transmettre, un texte sur la difficulté de la transmission, sur l'inconsistance du réel, les défaillances de la mémoire, l'irréversibilité de la perte? Le défi supplémentaire était d'éviter de mettre de la cohérence et de la stabilité dans ce désordre, tout en restant accessible à un lecteur francophone, mais sans trahir l'auteur. Naturellement, j'ai aussi utilisé les notes qu'on considère généralement comme les béquilles du traducteur. Pour conclure, aussi bien dans Semer que dans Noshan ou dans Batkere, l'un des thèmes principaux est la perte des êtres, des biens, à propos d'équilibre que Virgin a trimballé d'un endroit à l'autre. Qu'avons-nous donc gardé pour que nous ayons gardé cela? Et revient régulièrement comme un leitmotiv, Inchmenatz. Qu'est-ce qui reste quand on a tout perdu? Et la perte se poursuit de génération en génération. Les souvenirs s'effacent, les photos et les écrits se perdent, les histoires sont de plus en plus percées de blancs et de trous. Et le narrateur est partagé entre une démarche d'exhaustivité dans ses propres souvenirs, une pulsion de vérification et le refus de combler les trous des récits qui lui sont faits sur le génocide et les déportations. L'auteur lui-même déplore de ne pouvoir retranscrire, il emploie d'ailleurs le verbe tartmanel, traduire, les timbres de voix, les accents. Donc la perte, inéluctable, irréparable, qu'il faut accepter pour survivre.
Je suis consciente que la traduction est une étape supplémentaire dans ce processus. Si elle permet un accès sans doute plus grand à une œuvre, elle la livre amputée, ici de la saveur et du foisonnement d'une langue. Mais pour reprendre une image chère à Krikol Bolodian, j'espère qu'elle sera semblable à un palimpseste ou à une fresque derrière lesquelles apparaissent par moments l'image et le texte d'origine. Je vous remercie.